Bonjour. À travers la correction de cet exercice, nous allons revoir les choses importantes lorsque l'on effectue un changement d'état. Ici, on nous considère un bac à glaçons qui contient 250 ml d'eau à 15 degrés. On veut faire transformer cette eau en un glaçon et amener sa température à moins 18 degrés. Il faut bien comprendre que pendant cette transformation, lorsque l'on passe de 15 degrés à moins 18 degrés, ce n'est pas un chemin linéaire. On ne va pas diminuer la température directement de 15 degrés à moins 18 degrés, mais on va passer par un changement d'état de l'eau liquide à la glace qui s'effectuera à 0 degré. Donc cela signifie, si l'on regarde le diagramme sur la droite ici, que si on regarde la température en fonction du temps, on va tout d'abord une diminution de la température pour atteindre 0 degré, suivi d'un changement d'état qui s'effectuera à température constante de 0 degré, et enfin un refroidissement qui amènera la température de 0 à moins 18 degrés. Cela signifiera donc que l'on aura trois échanges d'énergie que l'on va noter Q1, Q2, puis Q3. Et ce sont ces trois échanges d'énergie que nous allons calculer afin de déterminer l'énergie nécessaire pour transformer cette eau en glace. Commençons donc par Q1. Il s'agit ici d'une baisse de température. Dans le cas d'une variation de température, on utilise toujours la même formule Q égale M fois C fois delta T que l'on va appliquer à la situation actuelle. Il faut faire attention à plusieurs choses lors de cette étape. Là, on prend la formule tout d'abord, celle-là, étape c'est standard. Attention à la capacité thermique que l'on choisit. Ici, dans cette partie-là, l'eau est sous forme liquide, donc on doit bien utiliser la capacité thermique du liquide. Ensuite, on doit faire très attention à l'unité utilisée pour la capacité thermique. Ici, des joules par gramme par degré. Cela signifie donc que l'énergie sera obtenue en joules, que la masse doit être en grammes et que la température doit être en degrés Celsius. Si c'est en Kelvin, de toute façon, ça ne change rien. Ici, nous avons 250 ml d'eau, donc par conséquent, cela va représenter 250 grammes en utilisant la masse volumique ici. Donc les 250 grammes ici. Ensuite, la capacité thermique, aucun problème à ce niveau-là. Attention aussi, lorsque l'on fait la différence de température, de bien prendre la température finale moins la température initiale. Ici 0 moins 15, et non pas l'inverse, ce n'est pas la température la plus élevée moins la plus basse. Et on doit bien trouver une énergie négative, puisqu'ici le corps se refroidit. Et lorsqu'un corps se refroidit, libère de l'énergie. Donc l'énergie doit être négative. Passons maintenant à Q2. Q2 représente un changement d'état. Dans ce cas, la formule à utiliser, c'est Q égale M fois L, avec L la chaleur latente de solidification, que l'on peut aussi vous donner sous la forme d'une enthalpie, comme c'est le cas ici. L'enthalpie de fusion vous est donnée à 0 degré. Ce n'est pas grave, l'enthalpie et la chaleur latente, c'est exactement la même chose. Par contre, ici encore, on va devoir être attentif à l'unité, ici des joules par gramme, ce qui nous indique donc que la masse devra être en grammes. Attention à nouveau, puisqu'ici on a affaire à une solidification, on nous donne la fusion. La solidification est donc l'opération inverse de la fusion. Et souvenez-vous du cours, comme on l'a expliqué, l'enthalpie de solidification est l'opposé de celle de fusion. Donc ici, on n'utilisera pas 334, mais moins 334, ce qui est logique puisqu'une solidification libère de l'énergie, donc on doit trouver une énergie négative. On fait ce calcul et on trouve une énergie de moins 83 500 joules. Il ne reste maintenant plus qu'à calculer l'énergie Q3 ici qui correspond à la baisse de température de 0 degré jusqu'à moins 18 degrés. On va utiliser la même formule que pendant l'étape 1 en faisant attention cette fois puisque nous n'avons plus de l'eau liquide mais de la glace et il faudra donc utiliser la capacité thermique de la glace. En faisant ici aussi attention aux unités, mais ici c'est exactement la même chose, donc on obtient des joules et la masse doit être en grammes. Effectuons donc ce calcul. Et on obtient ici moins 8865 joules. Il ne reste alors plus qu'à faire la somme de ces trois énergies pour avoir l'énergie totale, soit un total de 93 932 joules. Passons maintenant à la question 2, question très courante qui nous demande le temps qu'il faudra pour amener l'eau de 15 degrés à moins 18 degrés, en la transformant en glace bien sûr, tout cela en utilisant une puissance de 500 watts. Ici, il suffit d'utiliser la formule que vous connaissez bien maintenant qui dit que l'énergie est égale à la puissance fois le temps, en faisant très attention aux unités. En effet, ici, l'énergie est en joules, c'est ce qu'on a obtenu ici.
Par conséquent, la puissance doit être en watts et le temps sera obtenu en secondes. On cherche ici le temps, donc on va juste reformuler cette relation de manière à exprimer le temps en fonction des deux autres, ce qui nous donne T est égal à E divisé par P. On divise alors l'énergie que l'on a trouvée tout à l'heure par la puissance du congélateur ici, et on trouve un temps de 188 secondes, ce qui signifie aussi à peu près 3,1 minutes. Voilà donc pour cet exercice, et c'est un bon résumé de tout ce qu'il faut savoir faire lorsqu'on effectue un changement d'état et lorsqu'on s'intéresse à l'énergie qui est mise en jeu. Donc faire attention de bien séparer les différentes étapes, d'utiliser les bonnes formules dans les bonnes situations, faire très attention aux unités des grandeurs telles que l'enthalpie ou les capacités thermiques, de manière à bien savoir en quelle unité mettre la masse et en quelle unité l'énergie est obtenue. Si on avait des kilojoules par gramme par exemple, il faut bien remarquer que l'énergie sera obtenue en kilojoules. Voilà, ici vous avez un bon bilan, maintenant vous devriez être capable de faire n'importe quel exercice.